Et le juge d'instruction regarde le dossier sur la base des enquêtes humaines et deux possibilités s'offrent. Soit le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de preuves pour t'envoyer en procès, donc pas une ordonnance de l'envoi en procès, devant une juridiction qui procède à ton jugement. Ou le juge d'instruction peut dire, votre affaire là, je n'ai pas d'éléments qui justifient que l'affaire soit devant une juridiction de jugement. Alors, il prend une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu n'est pas un acquittement. Le non-lieu veut dire, sur la base des éléments que j'ai, moi, juge d'instruction, je ne trouve pas suffisamment de preuves pour envoyer l'affaire en juridiction, devant le jugement. Donc, on te retourne. Dans les deux cas, dans ce cas, la poursuite arrête. Mais la conséquence de cette décision, c'est que tu es toujours poursuivable sur la base. S'il y a d'autres éléments nouveaux qui viennent, on peut rouvrir le dossier et on peut te poursuivre sur la base des nouveaux éléments. C'est ça le problème du non-lieu. Maintenant, on t'envoie devant une juridiction de jugement. La juridiction de jugement prend le dossier, écoute les versions des uns et des autres, analyse les faits, recoupe les preuves et prend une décision qui peut être soit la condamnation, soit le jugement envoie une condamnation, donc on prononce une condamnation, c'est fait. Ou alors, la juridiction dit, après avoir écouté tout le monde, je ne vois aucune raison de condamner cette personne, donc on acquitte la personne. La différence entre le non-lieu et l'acquittement, c'est que le non-lieu te renvoie dans son statut de présumé d'innocent, donc poursuivable, les mêmes faits, mais l'acquittement dit tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable, donc tu es innocent. Et cette décision frappée, quand elle est devenue définitive, de ce qu'on appelle la force de la chose jugée, tu ne peux plus être poursuivi pour tes faits, en tout cas pour quelques faits liés à tes infractions. Au niveau de la CPI, ce qui fait office de juridiction d'instruction, c'est ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé là-bas, il y a eu une première décision qui est sortie le 3 juin, que ma tête maintenant est bonne, 2013. Le président est parti à la CPI le 29 novembre. Il a fait sa première comparution où on lui a lu les charges. Parce que quand on t'envoie, le juge va te dire, mais pourquoi je t'ai envoyé ici? On lui a lu les charges le 5 décembre 2011. La chambre préliminaire qui a statué sur le dossier est arrivée le 3 juin 2013 à la conclusion de 2012, à la conclusion qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour envoyer le président Laurent Gbagbo devant une juridiction de jugement. Donc, le président Laurent Gbagbo retrouvait normalement dans un pays, dans une juridiction normale, il devait prendre ses bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Que non, comme il s'agit de Laurent Gbagbo et qu'il faut appliquer un droit spécial, les juridictions disent, les juges disent, écoute, procureur, ton dossier là est fait. Donc on te donne une prolongation.
va chercher d'autres éléments pour venir soutenir ta thèse. C'est comme si vous vous promenez et puis quelqu'un, on vous arrête. Et puis on leur dit, mais tu n'as rien fait. Mais comme ces gars-là, allez chercher quelque chose, n'importe quoi, pour venir quand même, on va le juger. Elle a rappelé encore pratiquement 1 an pour que le 3 juin, le 12 juin 2013, il décide que à 2 contre 1, et dans les conditions, on va revenir là-dessus pendant notre, quand on va ouvrir ce chapitre-là, dans des conditions qui restent songeurs. Parce que le juge allemand, Kohl, qui avait balancé la première décision en faveur du non-lieu, on lui avait prêté une intention qu'il est revenu sur sa décision. Et donc, il y avait 2 maintenant qui étaient pour la poursuite du procès, de l'envoi en procès contre la seule dame belge qui a maintenu sa position de départ. Il se trouve que le juge Kohl est décédé 3 semaines après. D'un cancer. Je ne suis pas médecin. Excusez-moi, je ne suis pas médecin. Mais un dossier aussi complexe de 4000 pages de preuves que quelqu'un qui a un cancer en phase finale ait pu lire ce dossier. En fait, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai des doutes. Mais c'est qui le docteur s'était fait. On ouvre le procès. On finit le procès avec 82 témoins qui sont censés être les témoins à charge. On finit. Les juges estiment que les témoins et les preuves fournies ne justifient pas la cause qui est présentée devant eux. Et c'est en anglais que c'est bien dit, no case to answer. C'est-à-dire, moi le juge, tu ne m'as pas présenté un cas qui mérite une réponse de celui qui est poursuivi. C'est comme si tu me dis, Doyen Tibé m'accuse que j'ai volé. Bon, comme c'est vrai, le manioc chez lui. Le manioc. Bon, on va chez le juge dit, mais ouais, ton chat de manioc est où? Il se trouve que M. Tibé n'avait pas un seul pied de manioc. Il n'a jamais eu un pied de manioc. Mais le juge va dire, mais en fait, laisse le monsieur partir. Parce que, pourquoi veux-tu qu'il t'envoie un témoin pour venir justifier d'un fait que toi-même, tu n'as pas de champ de manioc? Donc, tu n'as pas un cas à présenter. Tout, en principe, les preuves à décharge doivent venir contredire ce que tu as avancé l'accusation. Mais tu ne nous as même pas présenté un cas qui me justifie. C'est que les juges rejettent déjà ce qui avait été dit. Donc, ouvrez le débat sur cette affaire. Le débat sur. Et les juges arrivent à la conclusion qu'effectivement, ils ont raison. Il n'y a pas de cas à défendre, puisque le cas qu'on a présenté ne repose sur rien. Donc, ça n'existe pas. Le cas n'existe pas. C'est ce que ça veut dire en français, terre à terre. No case to answer. Et là, le débat va s'ouvrir. Ils accusent le président et Charles de Gaulle. Ils sont acquittés. C'est-à-dire qu'ils sont innocentés. C'est là le procureur de la CPI va faire appel pour dire non. Il faut peut-être dire qu'ils sont, comment on l'appelle, il faut prononcer un non-lieu. Mais les juges disent non, le non-lieu là, il n'y a pas de non-lieu devant une juridiction de jugement. C'est une instruction.
Mais pourquoi elle se battait pour ça? Alors qu'elle avait refusé le non-lieu, elle se bat pour que les juges prononcent un non-lieu après le jugement. Parce qu'elle voulait toujours maintenir le président Laurent Gbagbo sous le fait de la présomption ou le fait d'une éventuelle poursuite. Donc, le président a été acquitté. C'est-à-dire, pour les faits, les charges qu'on avait mis sur lui, génocide, viol, crime contre l'humanité, tous ces mots, parce que crime de guerre. Parce que dans la réalité, il y a la qualification et on prend des faits pour illustrer la qualification. Je dis, il a fait ça, ça ce sont la qualification des faits. Maintenant, quels sont les faits qui permettent de dire? Il y avait l'histoire de la marche du 16 décembre, il y avait la marche des femmes du 8, il y avait l'histoire du marché Yaka, et puis un événement qui a eu lieu à l'Écoumon après l'arrestation du président. Ce n'était que des éléments pour illustrer la charge. Mais ce n'est pas pour ça. Et ce ne sont que des éléments pour illustrer ce pourquoi on le poursuit. Mais quand tu dis, par exemple, je vais finir par là, pour ne pas aller plus loin, que devant un juge, que le président Gbagbo a fait un génocide, donc il visait le génocide, c'est pour que tu as visé des personnes bien précises, un groupe de personnes bien précises, soit pour ses origines ethniques, ou religieuses, ou politiques. Je simplifie ça. Et que tu dis qu'on a envoyé une bombe et allait exploser sur le marché Siakakone à Bobo. Mais il faut que tu prouves que ce marché-là, il n'est fréquenté que seulement par les personnes qui étaient visées. Mais encore une fois, c'est quel marché qui est visé par les gens qui sont. Donc ton narratif et puis l'objectif poursuivi, ça ne dit pas. Ça ne tient pas. Voilà comment le président est acquitté. Et comme les Ivoiriens aiment bien l'humour, j'ai lu quelque part, et j'ai fini par là, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Acquittement. On dit. Les noms que j'ai cités, ce n'est que des hasards. À Logoualé, les Yacouba, il y avait un monsieur qui s'appelait Mabé Coaqueuse. Son cousin s'appelait Bakongos, si c'est Bagondo. Ce sont des noms, hein, c'est le nom que les coïncidences. Et puis, ils avaient un neveu qui s'appelait, j'ai oublié son nom. Claude Saïd. C'est le son que les noms des choses. Et le Yacouba, il y a un Yacouba qui a accusé d'avoir volé des grenouilles et du manioc. On envoie l'affaire à Mans pour le juger à Mans. Ben, le juge, c'est le faux. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse envoyer quelqu'un devant lui qui a fait des grenouilles et des choses. C'est très précieux chez eux, mais ce n'est pas précieux chez nous. Et donc, il y a le juge. Et il dit non, je relâche le monsieur. Alors, comment ils ne sont pas contents parce que c'est très précieux chez eux. Ils font appel de l'affaire à moi. Mais quand on a relaté, on a appelé son parent, Marguerite Paqueux, qui ne parle pas bien le français, et c'est Vagondo qui est son interprète. On lui dit, ah, on a fini, hein, c'est fini, il va rentrer. Le procureur c'est ouais. Lui il connaît ce que ça veut dire, l'histoire de manioc. Il fait appel l'affaire à Dalois. Et il maintient les Yacouba sur le sol. Enfin, Claude Saïd avait déjà appelé son père Bagondo pour dire, ah, il a été libéré, hein, il arrive. Le soir, on l'a maintenu encore. Je ne comprends pas. Il a aussi c'est quoi cette affaire? Et quand l'affaire est arrivée à beaucoup de choses, à l'appel, le juge, c'est le boulot, ça s'appelle Toby. Lui aussi ne comprend pas qu'on puisse enlever les gens avec des histoires de grenouilles et de manioc. Et il déclare, il dit non, l'affaire ne finit pas close, il jette l'appel. On appelle donc, Claude appelle Bagondo pour dire à Mabi que, ah, on arrive. Mais le vieux dit à son dit, mais la dernière fois où on l'a dit, on l'a libéré, et puis ainsi. Est-ce qu'il a quitté
comme je dis, comme Claude Saïd ne parle pas bien, pas le français, mais Vagondou ne parle pas bien le français. Vagondou traduit ce que Mabri a dit. Vous demandez à Claude Saïd, est-ce que le petit là, il a quitté moi? Il dit, mais, a quitté moi? Il dit oui, on est sur le carrefour de l'année pour aller à Chaux. Il dit ça moi. Il dit ah, si ça quitté moi, c'est que c'est fini. Donc le mot acquittement, c'est là ça vient acquittement. C'est fini, c'est définitif. Pour que au moins ceux qui ne comprennent pas ça, essayez de prendre caricaturer pour rester un peu dans notre tradition africaine ivoirienne, les alliances, pour caricaturer, pour amener les choses de façon simple, pour que chacun comprenne. Quand on a acquitté quelqu'un, il est innocent pour du bon. Le président Laurent Gbagbo est innocent. Et alors, ça me permet d'aborder maintenant le sujet. Qui est coupable? Alors, rapidement, les deux initiatives, le message du président Laurent Gbagbo et l'initiative qu'il a faite le 8 décembre dernier, le 8 décembre, c'était ça, le 29 novembre, l'île Pont, ce sont deux initiatives qui pour nous sont corps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire en continuant de garder des têtes virulentes. Donc quand le président prend l'initiative de l'IFO et qu'il prend par la suite l'initiative de Taketo pour que tout le passif qui frélate l'histoire de nos peuples et de nos relations, que ce passif-là soit définitivement lavé. Pour nous, ce sont deux initiatives qui sont importantes. Parce qu'il s'agit de stabiliser de façon définitive la Côte d'Ivoire. Et comme vous le verrez, cette stabilité passe par l'évacuation d'un certain nombre de questions qui sont des questions un peu qui ternissent un peu les rapports sociaux. Et du message du président Laurent Gbagbo, nous avons retenu trois choses, trois actes, autour desquels nous allons élaborer, nous allons structurer notre intervention. Le premier acte, c'est le rappel des faits de 1999 jusqu'au 4e mandat. Ce sont des faits qui conduisent à un sentiment d'injustice. Deuxième point, donc un sentiment d'injustice qu'il faut évacuer la Côte d'Ivoire afin d'établir une réconciliation définitive pour les générations à venir. Troisième acte, rappel des faits. On commence par le 24 décembre 1999. Nous avons appelé ça le point de rupture. Le 24 décembre 1999, au moment où nous apprêtons à faire les Noël, on nous apprend que les militaires sont fâchés et qu'ils font une mutinerie pour se plaindre du fait qu'on a fait que les primes de mission en RCA, la République centrafricaine. Dans cette affaire, finalement, les mutineries se transforment au renversement du pouvoir de Conabidé et de Bélisée. Un pouvoir qui dirait depuis par contre 1946. Je dis les choses qu'elles sont. Mais, parce que c'est depuis 1946 que le président Foué est devant, le président est devant la chaîne politique jusqu'à 1993. À ce jour, seuls les militaires qui ont mené son coup, c'est eux seuls qui portent l'entière responsabilité parce qu'en dehors de personne n'a jamais dit qui est derrière le coup d'État. Et je pense que le PDCI et les deux personnages, ils ont besoin qu'on sache définitivement qui a fait quoi dans cette affaire. C'est d'autant plus important que ça a été le point de rupture et qui a entraîné une série de crises jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a jamais eu. Tout le monde se perd en conjecture. Chacun dit, c'est pas moi. Mais quand on regarde le contexte dans lequel ce coup d'État a eu,
Il faut bien le rappeler. Il y avait la question de l'égalité qui était présentée comme étant un élément qui décrivait la société. Et à ce moment précis, le 24 décembre, il y avait les cadres RDN qui avaient été tous arrêtés. Quelques-uns étaient arrêtés et puis les autres sont allés se joindre à eux. Et ça avait crispé l'atmosphère. Je m'en tiens qu'au fait. On se souvient d'ailleurs la bataille que le président Laurent Gbagbo, même quand le lui ne connaît pas ça, a essayé de mener pour obtenir que, ne serait-ce que on élargisse ces personnes-là pour qu'elles puissent faire la Noël ensemble. Et je peux le dire, je sais, je suis en connaissance des causes, parce que le ministre de l'Intérieur, la sécurité, en son temps, c'était mon parent, et il m'a fait cette confidence. Comme nous, je crois, le ministre, à son âme, du Bonan, ancien préfet, a appris comment le président Gbagbo s'est démêlé auprès de lui pour négocier, pour qu'il intervienne pour les budgets, pour libérer les cadres qui avaient été arrêtés en 1989. Ça, c'est une confidence que le ministre du Bonan m'a fait. Et donc, dans tel circonstance, dans tel contexte, tous les narratifs, forcément, soulèvent des passions. Qui a fait quoi dans ce coup d'État du 4 juin? Jusqu'à aujourd'hui, la question n'a jamais été clarifiée. Deuxième étape, 2000-2020, ce que j'appelle les 2 décennies infernales pour la Côte d'Ivoire. Et pendant ces 2 décennies, nous avons connu tout. Le régime militaire, avec ses abus, le complot du cheval blanc, l'élection présidentielle de 2000, le charnier de Yopougon, le coup d'État manqué du 7 au 8 janvier 2001, le coup d'État manqué du 9 septembre, la rébellion de 2002 à 2010, les accords de Ouagadougou, l'élection présidentielle d'octobre 2010, la guerre de la crise post-électorale de mars-avril 2011, le massacre des populations de l'Ouest, la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI et le procès de son acquittement. Voici les faits qui ont meublé ces 20 dernières années. Nous allons les expliquer rapidement. Le régime militaire et ses abus. Nous tous, nous avons été témoins qu'il y avait effectivement, à un moment donné, des abus qui avaient été soulevés par le régime militaire, et le Niger, en son temps, le général Pierre Robert. Ces abus se sont aggravés quand il a décidé d'être candidat à l'élection de 2000. Et quand il a pris cette décision, évidemment, les gens ont commencé à avoir des manœuvres. Qu'il a tenté d'éliminer un certain nombre de candidats. Et donc, les militaires qui n'étaient pas contents qu'il ait voulu conserver le pouvoir, ou du moins en essayant d'éliminer certains de candidats, dont leurs favoris. Et c'est là où la focalisation sur la constitution de 2006, le fameux EEU, et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette requête, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que citer notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des coupures de presse ou des communiqués. Et ce n'étaient pas des presses qui sont, à tout moment, ce ne sont pas des presses habillées à nous. Le Monde, le Libé, Echo et autres. C'est eux que nous avons cités. Pour rester, pour garder le caractère neutre et de notre position. Afin que les gens ne nous prêtent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore de voir s'il ne faut pas le sauter. La résidence du chef de l'État est attaquée par les militaires.
Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts, 2 militaires, voyons, alliés, et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Gueye est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. D'ailleurs, les Ivoiriens ils ont oublié les hommes qu'on a tués. Le cheval égorgé qui a resté le nom sur le complot du cheval blanc. Et les instigateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux comme tels. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000, écrit à 7h19, il est écrit: le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les réserves qui suivent. Tous sont originaires du Nord musulman. C'est le journal qui écrit. Comme l'ancien Premier ministre Ouattara, alors bête noire du régime. Aujourd'hui, Issa Sako et ses compagnons de fortune ont décidé de porter plainte pour torture et sont bien décidés à mettre en cause le général Gueye. Cette plainte n'a jamais prospéré, donc du coup, on ne sait pas finalement la vérité de cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a arrêtés sont tous des personnes qui sont musulmans et du Nord. C'est que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Et c'est dans cette transition-là qu'on organise l'élection de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a 2 candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte FPI et le chef d'agent de général Gueye. Les Jules donnent vainqueur, le président Laurent Gbagbo. Et le chef d'agent, appuyé par les militaires, décide de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre, on arrête le président de la CE, on appelle la Commission nationale électorale, le père c'était blanc. Je l'appelais tellement qu'il m'a éjecté. Il était celui qui représentait le parti à la CME. Et puis finalement, on fait. Il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants du parti, notre parti, et les militaires. Au moment où l'affaire est en être finie, il y a eu une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Il y a une bagarre. Selon le site Wikipédia, c'est ça non? Ce jour-là, il y a eu 300 morts en Côte d'Ivoire. Dans le journal Les Échos de France, français, du 30 octobre 2000, écrit à 1h01, l'on peut lire ceci. Écoutez bien. Mais le RDR, qui dresse un bilan de 155 morts, principalement parmi ses militants et sympathisants, réclame la création d'une commission d'enquête internationale, une façon de remettre dans le jeu l'organisation de l'unité africaine qui n'a pas reconnu l'élection de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ils ont 150 personnes qui sont tuées dedans. C'est pour ça que Laurent Gbagbo qualifie les élections du Canada. Alors qu'il a fait appel de finir de prêter serment, et qu'il a même avant reçu les 2 leaders de l'opposition significative en son temps, le PDCI présenté par Laurent Jean Folgo et le RDR représenté par la chef d'État, Ouattara, et que nous disons, bon, écoute, je pense que ils sont pas prêts pour discuter de leur entrée au gouvernement, qui était un engagement que tous avaient pris à Yamoussoukro devant les présidents Eyadema et Kérékou. Le président ne fait que mettre en application la parole qu'il avait prise avec qu'ils avaient donnée.
Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser le lendemain, on ne parle du charnier qu'on aurait découvert à la lisière de Napoléon. Un charnier qui comprenait 57 morts. Voici ce qui est écrit le journal Écho qui est précité. Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée attiré dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, sans même qu'on les identifie, la tête qui a répondu que lui, il reconnaît à partir du corps l'origine et la religion du corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités pour comparer devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a sauvé leur éducation de l'affaire. Lucas Oudou, le ministère de Charlie reste entier. On ne sait pas qui a fait ce Charlie. Tout cela, ce sont des faits qui sont comparés sur le code. La tentative du coup d'État du 7-8 janvier 2001, alors qu'il est en Italie, non, c'est pas facile. Les 7-8, la Mercedes noire, la plus complète de Mercedes noire. Ce jour-là, cette nuit, je crois que je venais d'être à maman. Je crois qu'il était à maman. Il était à maman. On est réveillé avec des petits. Des gens même à la Béninoise, quoi. Ils sont même passés à la radio pour dire qu'ils ont pris tout à la télévision, tout. Et puis, finalement, ils sont repoussés. Et voici ce qu'écrit le journal Le Monde, qui rend témoignage de ça. Le journal Le Monde, du 11 octobre 2002, sur son site, écrit à 010 et modifié le 27 octobre 2021 à 15h33, écrit par Stephen Smith, avec Damien Glaise et Vincent Rigouleux, parce que c'est très important que ces précisions-là. Voici ce qu'ils écrivent. Les 7 et 8 janvier 2001, Ibrahim, est impliqué dans le coup de la Mercedes noire. La limousine escortée d'un convoi de 4x4 qui, venant du nord, fait route vers Boaké, en même temps que des éléments armés à Abidjan, à 450 km au sud, attaquent la résidence du président Laurent Gbagbo. Donc, le journal affirme que, là encore, c'est IB qui était derrière cette opération. Donc, aujourd'hui, cette affaire, elle est restée sans explication, sans éclaircissement. Et c'est ça qui va nous envoyer au 19 septembre. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sur cette question, le président Laurent Gbagbo, dans son document, pose dans son document une question bien précise. Des questions bien précises. Qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. S'il est vrai que 2 personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté IB et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion, des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? Le Blaise Compaoré. Il y a eu des conséquences de cette rébellion. Les casses des agents de la BCAO de Boaké, de Mans et de Korogo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus. Et cette rébellion, le coup d'État à la tête se mue en rébellion.
Et le président Laurent Gbagbo, là on arrive au niveau des accords de Ouagadougou, fatigué de courir de sommet en sommet, prend deux décisions fondamentales que lui-même il rappelle dedans, dans le courrier qu'il a adressé. Appuyé par le président Thabo Mbeki, il décide deux choses. Et je le cite. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle et engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion Soro Guillaume pour mettre fin à la guerre. Lettre à la nation du président Laurent Gbagbo du 8 décembre 2025, page 2. L'accord de Ouaga est signé le 4 mars. Et il permet une certaine accalmie où le président peut même faire une tournée dans le nord. Malheureusement, malgré tous ces sacrifices qu'il fait, la seule obligation qui pesait sur les rebelles, c'était leur désarmement. Au lieu de l'aider à obtenir ce désarmement, comme lui-même l'a dit, c'est plutôt la pression qui est mise sur le président Laurent Gbagbo d'organiser des élections dans ces conditions-là. Aujourd'hui, les gens essaient même d'utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo en sortant du contexte dans lequel ça s'est passé, comme si c'était de gaieté de cœur qu'il avait essayé de faire, alors qu'on a eu la pression sur lui, une pression énorme, à la fois en interne par les partis politiques aujourd'hui qui veulent tirer profit de ça, que de l'Union européenne, de la France et de l'ONU. Aujourd'hui, les gens, des êtres me disent, on veut utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo. On oblige à faire une élection sans désarmement. Donc, on sait la suite. On faudra organiser des élections. Et puis, un contentionnel dont le règlement est prévu par les mécanismes internes. Le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel qui tranche en faveur du président Laurent Gbagbo. Comme ça se fait dans tous les pays. Quand on n'est pas content, on va devant un juge. Et le président du Conseil constitutionnel siège, donne raison au président Laurent Gbagbo. On pensait que l'affaire close, et je cite encore le président Laurent Gbagbo, alors que le débat semblait clos, quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français et le représentant de l'ONU, mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. Laurent Gbagbo, lettre à la nation le 8 décembre 2025, page 3. Malgré son appel au recomptage des voix, pour régler ce contentieux, c'est plutôt la guerre qu'on lui offre. La guerre post-électorale du 2011 et ses nombreuses séquelles. Selon le rapport Bani, il y a eu 3248 morts. Le rapport Bani allait plus loin, mais je parle de la période concernée. 3248 morts. Je dis le rapport. Et ce chiffre se compose, selon la commission de Bani, de 1069 morts attribués au camp Gbagbo, 727 morts attribués au camp Ouattara et 1069 morts non attribués. C'est-à-dire on ne sait pas qui les a tués. Bon, je crois que si vous réfléchissez bien, il ne fallait pas trop contrebalancer les chiffres. Bon, lui, on ne sait pas qui les a tués. Pour la même période, l'ONU pourtant avait dit n'avoir enregistré que 462 morts. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête judiciaire n'a été menée pour établir, ne serait que de façon irréfutable, la liste des personnes qui ont été tuées et établir, situer les responsabilités. Jamais. Il n'y a pas d'enquête. Et c'est dans ça qu'il y a le massacre des Oué. Dans un communiqué rendu public le 9 avril 2011, l'ONG Human Rights Watch, l'on peut dire, les forces loyales au président élu Ouattara ont tué des centaines de civils et violé plus de 20 femmes et filles perçues comme appartenant au camp de son rival.
Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas le PEC qui le dit, ce n'est pas le secrétaire général de notre parti qui le dit. Je suis en train de lire un rapport de Human Rights Watch. Et incendié au moins 10 villages dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 6 de Human Rights Watch du 9 avril 2011, publié à 8h57 minutes. Et que nous avons consulté le 10 décembre 2025 à 14h16. Quand vous faites un document, c'est des choses, il faut les préciser pour ne pas qu'on vous prête des choses, qu'on vous prête des choses. Un article du journal Le Monde intitulé Adiokwe, le choc d'un massacre de grande ampleur en Côte d'Ivoire, publié le 7 avril 2011 à 19h11 et modifié le 8 avril 2011 à 11h47, rend public un extrait d'un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui écrit que au moins 800 personnes auraient été tuées le 29 mars lors de la violence intercommunautaire dans le quartier Carrefour de la ville de Diokwe. C'est le CICR qui l'écrit, ce n'est pas nous qui le disons. Dans l'ouest du pays, c'était le 2 avril 2011. Le 2 avril 2011, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, a publié un communiqué dans lequel elle écrit: la FIDH confirme l'existence de massacres dans la ville de Diokwe, dans l'ouest du pays, où depuis le second tour de l'élection présidentielle, plus de 800 personnes ont été exécutées. Des témoignages confirment des exécutions ciblées d'individus, notamment Guéré, le 29 mars 2011 dans le quartier Carrefour. Les choses sont claires. Je rappelle que ce n'est pas un communiqué du PPACI. Ce massacre suffisamment documenté, à ce massacre suffisamment documenté, il faut ajouter celui de Naïbli. Oh non, là c'est compliqué là. Naïbli. C'est Naïbli ou Naïbli? Voilà. Non, je ne me suis pas trompé. Qui a eu lieu le 20 juillet 2012. Sur ce dernier massacre, Amnesty International écrit sur son site le 29 juillet 2012 un article référencé AFR 31009-2013, ce qui suit. Le 20 juillet 2012, le camp de Naïbli, qui abritait quelques 2500 personnes déplacées, a été attaqué et détruit par les populations locales des Dozo, une milice soutenue par l'État et les éléments de l'armée ivoirienne. Des soldats et policiers de l'ONUCI affectés dans ce camp n'ont pas mis un terme ou n'ont pas été en mesure de mettre un terme à cette attaque. Un an plus tard, les enquêtes ouvertes par les autorités sur ces crimes commis lors de cette attaque ont connu peu de progrès. À ce jour, ça j'ai fini, félicitations. Donc on peut dire qu'à ce jour, l'on peut dire que seul le président Laurent Gbagbo et son camp ont été jugés. On arrive au jugement. Le 29 novembre, ça je l'ai déjà fait, je n'ai pas lu là-dessus. Après un passage dans les pénombres de Congo, dans une maison, il dit qu'il ne voit même pas la lumière. Il est déporté un matin hivernal, et Dieu seul sait que c'est que l'hiver néerlandais, avec une petite chemise comme s'il allait à maman, et qui était pratiquement 33 degrés pour aller à moins 5 degrés, moins 3 degrés. Ce monsieur-là, c'est un survivant. Pour ne pas dire c'est un revenant. Et donc, lui, il arrive là-bas le 29. Et par la suite, il est rejoint par Blé Goudé. En 2014, les deux dossiers sont joints. Les deux dossiers étant joints. Et puis, finalement, au collège du soir, ils ont été acquittés. Mais malgré l'acquittement maintenu en cadet résidence surveillée, et il revient on acquitte définitivement le 31 mars. Jusqu'à aujourd'hui, malgré son acquittement,
le président Laurent Gbagbo continue de subir les conséquences de la crise de 2000, comme s'il était le seul de 2010, puisque c'est sur cette base-là, sur la base d'un prétendu braquage de la BCEAO, que la BCEAO ne reconnaît même pas, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est exclu. On lui refuse même le droit de vote, le droit élémentaire de vote. Donc finalement, c'est lui seul et son camp qui sont pris. Voici le rappel des faits. C'est-à-dire, toute cette kyrielle de faits n'a jamais connu la lumière de la vérité. Dans une république, dans un État, dans une nation, cela est dangereux. Ça donne un sentiment d'injustice. Et c'est l'appel du président Laurent Gbagbo, et c'est le deuxième point, c'est pour finir avec ce sentiment d'injustice. Donc, après toutes les tueries horribles que nous avons dit, seuls, on peut le dire aujourd'hui, les proches de Laurent Gbagbo et ses proches, c'est ceux qui ont été jugés. La dernière fois, on vous a situé, on vous a donné le nombre de personnes qui sont encore détenues à la suite de la crise de 2011, qui sont proches de nous, 114, militaires comme civils. De l'autre côté, il n'y a que Oremi, Amadé Oremi. On dit celui qui a tué tous les ouais. Et le tribunal correctionnel, le tribunal criminel l'a condamné à perpétuité, je ne sais même pas s'il vit encore, à perpétuité, et l'a reconnu coupable des faits de crimes contre les populations, pillage, séquestration, meurtre, etc. commis dans la ville de Djokoué. Ils ont tout fait pour ne pas prononcer le mot génocide. Et je vous explique. Parce que le génocide, c'est un complot. Le génocide suppose un plan. Donc si même l'avocat, son avocat, Maître Serikba, avait demandé qu'on qualifie les faits de génocide, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les éléments constitutifs du génocide, mais ils n'ont pas prononcé le mot génocide. Parce qu'en prononçant le mot génocide, c'est comme si tu reconnaissais qu'il y avait, ça se prépare, donc c'est un complot, il y a une organisation qui est mise en place. Forcément, ça va ouvrir d'autres choses. Donc c'est le seul moment qui a été condamné. Et lui-même, il dit, et ce sont les propos que je prends, ce sont les propos tenus par, rapportés par à l'AFP, le 16 avril 2021, qui dit, Oremi qui parle, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Moi, en 2011, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Il affirme avoir été sous la responsabilité des chefs militaires qui commandaient dans l'ouest de cette région. Ce sont ces propos qui ont été rapportés par l'AFP. Mais aucun de ces militaires n'est venu. Alors j'ai interrogé l'avocate hier. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a cité ces personnes-là pour qu'elles viennent à la barre, en tant que témoins. Alors il semble que le procureur en son temps, je ne sais pas celui actuel, le procureur en son temps, a dit qu'il a tout fait, mais n'a pas pu faire venir ces personnes à la barre pour témoigner. Et c'est le procureur qui demande à elle de l'aider à les faire venir. Donc, avec toutes les forces, le procureur dit, moi je ne peux pas, mais comme tout toi qui as demandé, débrouille-toi, il faut nous aider à les faire venir. Donc, ils n'ont jamais comparu. Ce sont les propos du jour. Selon Maître Serikba, propos recueillis et rendus publics par le journal du Monde, elle pense que Amadé n'est responsable qu'en partie. C'est injuste de lui faire endosser la responsabilité tout seul de ce qui s'est passé à Djokoué. Ce procès ne nous a pas permis d'élucider ce qui s'est passé à Djokoué, de sorte que trop de zones d'ombre font encore réfléchir. Ce sont les propos de Maître Serikba rapportés par le journal Le Monde. Et elle n'est pas la seule à réfléchir.
la FIDH, elle aussi, a fait un communiqué sur cette question. Et dans ce cas, elle émet aussi des réserves sur un certain nombre de points. Elle dit ceci, la FDIH. Toutes les autres procédures judiciaires dans lesquelles nos organisations représentaient plus de 200 victimes et des dizaines d'auteurs présumés de crimes de droit international, parmi lesquels des hauts responsables militaires avaient été formellement mis en cause et inculpés. Ces dossiers ont été clôturés, laissant les victimes sans recours. C'est FIDH qui écrit. On ne parle même pas des crimes de la rébellion. Ça, c'est Black Rose tout là-dessus. Donc, le président soulève des questions fondamentales quand il soulève cette question-là. Et la question qu'il soulève, ce n'est même pas lui qui la soulève. Et c'est là que je vais répondre à une certaine personne qui dit non, est-ce que le président Laurent Gbagbo a le droit de saisir la CPI? Est-ce que, parce que la CPI, effectivement, il y a des modalités pratiques. Ce sont les États membres ou quelques associations, les États membres, mais le procureur aussi a l'initiative des poursuites. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'a pas envoyé l'affaire au tribunal, à la CPI. Déjà, la chambre préliminaire, lorsqu'elle autorisait le procureur à ouvrir une enquête sur la situation en Côte d'Ivoire, avait instruit le procureur de lui fournir également toutes les informations dont il disposerait concernant la rébellion. C'est dans la décision qui a été prise par la chambre préliminaire qui autorisait Ocampo à ouvrir un procès ici, une enquête. Donc, déjà, la CPI avait déjà mentionné ça. Jusqu'à ce jour, la CPI n'est jamais revenue sur cette affaire. Mais puis, même celle de 2018, pour laquelle il avait été également demandé à la Cour, c'est-à-dire, il faut que nous comprenions bien. C'est vrai que les gens nous ont colonisés, mais on n'est pas bêtes. Parce que lorsqu'il y a une procédure judiciaire, une enquête, on dit on a tué telle personne à la rivière Palmeraie. Ou bien il y a des meurtres qui ont dit à la rivière Palmeraie. À la Palmeraie. Et puis, l'officier de police judiciaire qui vient, on veut l'enquête, il dit non, moi, ceux-là, je vais faire une enquête séparée. C'est telle famille, j'ai la soupçon, c'est elle qui a fait. Telle autre famille, vous la attendez, hein, quand j'ai fini de faire l'enquête sur l'autre famille là, je vais venir faire pour vous la part. C'est quoi ça? Ce sont les faits qui déterminent les criminels. Les criminels ne sont pas présumés. Ce sont les faits. Or, il y avait une série de faits qui ont lieu au même moment. Comment vous pouvez identifier un certain nombre de faits, dire nous on va enquêter sur eux et puis les autres là, on va venir après? Donc, le président Laurent Gbagbo, il n'a fait que rappeler les responsabilités, l'engagement pris par la CPI. Il n'a pas porté plainte. Je dis qu'il n'a pas... Il a fait que dire à la CPI ce que vous devez faire. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'OIDH, l'Observateur ivoirien des droits de l'homme, a saisi le 3 octobre 2024 le bureau de la CPI. Pour le relancer sur la situation de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'écrit le bureau de la du procureur le 20 novembre 2024, la réponse comme réponse. Je tiens à vous assurer que nos enquêtes sur les crimes relevant la compétence de la Cour,
qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 se poursuivent. La récente annonce du Greffe de fermer le bureau des terrains à l'horizon 2025 n'impacte pas la poursuite de nos opérations dans la situation en Côte d'Ivoire. Notre bureau est sensible aux attentes de justice et de vérité des victimes de la crise post-électorale et du peuple ivoirien et à l'intérêt du public des progrès dans nos investigations. C'est ça là, c'est le bureau du procureur qui répond à l'OIDH qu'il a saisi. Donc, le président Gbagbo n'a fait demander qu'à son avocat de dire à la CPI que l'engagement que vous avez pris là, il faut aller vite, il faut le réaliser. Pourquoi? Parce que moi, président Laurent Gbagbo, lorsque j'allais m'enrôler en 2022, devant le monde entier, j'ai dit ceci, qu'il y a 3 personnes, mes 2 aînés, le président Bédié et le président Ouattara et moi, nous avons le devoir historique de laisser à la Côte d'Ivoire aux générations futures un pays pacifié. Quand le président le dit, il ne le dit pas seulement parce que ces 3 personnes ont occupé les hautes fonctions, c'est vrai, les plus hautes fonctions de l'État, mais c'est parce qu'elles sont tous des acteurs importants de cette période-là. Le président Ouattara dit à son 4e serment qu'il va faire, ce sera le mandat de la transmission de transition générationnelle. Bon, moi je n'étais pas là pour 2021, parce que j'ai écouté là ce que j'ai dit maintenant. Le président Gbagbo ne fait que le rappeler. Pour dire on ne peut pas laisser à des générations un pays où il y a une partie de la population qui a le sentiment d'être exclue, de ne pas faire partie de la nation et que on peut faire de tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de poursuites judiciaires. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que nous voulons. Affrontons, ayons le courage d'affronter les fantômes de notre passé. Ne laissons pas les fantômes de notre passé nous effrayer. Il faut les vaincre. Pour les vaincre, il faut que nous acceptions de poser les actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Ce faisant, le président n'est pas dans une logique de vengeance. En droit, dans une société, la justice n'est jamais un instrument de vengeance. Quiconque a recours à la justice pour clarifier une situation n'est pas dans une logique de vengeance. Le président ne vise personne en particulier. Son intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Son message est un message patriotique. De grâce. Que nos considérations partisanes ne viennent pas enlever le caractère hautement patriotique de cet appel. Que personne n'ait peur. Lui, il allait à la CPI. Il a été disculpé, innocenté, il est révélé. Mais l'histoire de notre pays ne peut pas continuer comme ça, avec des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à éclaircir. En appelant les Ivoiriens, il veut donner un sens à son engagement de donner à la Côte d'Ivoire, à la génération future, un pays vraiment réconcilié. Ce serait une erreur collective, une irresponsabilité collective de céder à nos enfants les conséquences de notre propre turpitude.
Donc l'appel du président Laurent Gbagbo, c'est un appel à la responsabilité collective, parce qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut restaurer la Côte d'Ivoire. Et dans tout ça, l'élément clé de la requête du président Laurent Gbagbo, c'est la question des massacres de l'Ouest. Une telle situation, c'est une plaie purulente qui ne peut pas rester sur le front de la République et de la nation. Tôt ou tard, si ça n'est pas évacué, ça ressurgira. Et généralement, je vais finir par là, l'histoire montre très souvent qu'il y a des crises qui naissent à des périodes lointaines, sans que l'on ne sache l'épicentre de ces crises, l'épicentre historique de ces crises. Et ces crises-là, généralement, elles ont lieu au moment où même les acteurs ne sont plus présents. Et le monde se tourne, mais pourquoi les gens en sont arrivés là? Je vous en prie, lisez le rapport du procès de Issegui sur le Rwanda. Vous comprendrez pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses, parce que les rancœurs se transmettent de génération en génération. Et lorsque la chaîne des rancœurs ne s'arrête pas, vous êtes en train de préparer une mine explosive pour les générations à venir. Que Dieu nous sauve. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Pour une fois encore, le président Laurent Gbagbo nous montre le chemin. Il ne vise personne. Il a en mire une Côte d'Ivoire totalement réconciliée. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci au ministre Justin Kabila Koné et surtout merci pour cette acte académique, parce que ça, c'est une vraie conférence. Tactiquement, techniquement, c'était assez clair. Amis de la presse, comme je vous connais, comme on se connaît, chers collègues, vous aimez les questions et vous bouillonnez en souvent. Il laisse le temps aux conférenciers de vous appeler un peu et puis préparer vos questions. La méthode est simple, comme d'habitude. Vous présentez de votre organe, vous posez des questions précises et le conférencier, le ministre Kassina Koné, président du CSP, se fera fort d'éclairer davantage les éléments sur lesquels vous posez des questions. Alors, je suis là où? Monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Borson Zabo, du journal La Nouvelle Alliance. Depuis la publication du courrier du président Laurent Gbagbo, ils sont nombreux. Ceux de l'autre côté, c'est qu'il s'agit d'autres personnes qui trouvent que la publication de ce courrier-là est importante en cette période où Alassane Ouattara a été investi. Que leur répondez-vous? Ok. Merci. Je suis Ferdinand Dali du quotidien Le Temps. Je voudrais savoir, que répondez-vous à ceux qui affirment que revenir sur les crises passées pourrait diviser davantage le pays? Deuxièmement, le PPC envisage-t-il des initiatives internationales pour soutenir cette démarche?
Bonsoir, monsieur. Je suis Samuel Tadio, journaliste à l'Infographe. J'ai une question. Comment vous l'appelez? Samuel Tadio, journaliste à l'Infographe. Ok. Alors, je vais bien essayer réclame aujourd'hui la politique sur la rébellion. Alors que Guillaume Soro, chef politique de cette rébellion, est désormais membre du Front commun. Comment conciliez-vous la demande de vérité totale sur la rébellion avec une alliance politique avec celui qui en fut le principal leader? Est-ce à dire que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde? Je suis dans l'obédique du canal de Chili. J'ai une question. Quelqu'un m'a répondu à la suite de la lettre du président Gbagbo que le président Gbagbo avait amnistié les ex-rebelles. Et puis aujourd'hui, il demande encore qu'un procès soit ouvert, que la CPI ouvre le dossier sur la rébellion. Est-ce que c'est cohérent? Deuxième question, qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur toutes les crises que vous venez de citer? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur le coup d'État de 1999? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur la rébellion et puis les autres crises qui y sont liées? Merci. Sylvain Legault, Pan-African Media, TV. Monsieur le ministre, quelles sont les garanties que le PPAC, votre parti, propose pour que cette quête de vérité ne se transforme pas en un règlement de compte politique? Bonsoir, monsieur le ministre. Ah, voilà, il y a une femme qui va parler. Oui. Merci beaucoup. Je suis Déborah Goré de l'agence de presse Alerte Info. Okay. La première question va aller un peu dans le sens de l'intervention, la question du premier intervenant. Pourquoi une publication, on va dire, pourquoi une lettre maintenant? Et surtout le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles pourraient être les conséquences si cet appel du président Laurent Gbagbo reste sans réponse? Si elle reste sans réponse, quoi? Ok, on y va pour la réponse du ministre. Ok. Alors, la nouvelle alliance, vous rejoignez, en même temps je réponds à la dernière intervenante sur l'opportunité. Écoutez, sur ces questions, nous sommes maîtres de notre calendrier. Le président est maître de son calendrier. Au moins, reconnaissons-lui ce droit-là d'abord. Maintenant, supposez que vous-même vous pensez qu'il y a une allusion qui soit liée, donc que cette opportunité soit liée à l'investiture du président Ouattara, alors je lui réponds que dans ces conditions-là, le président a été très bien inspiré. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a dit qu'il va donner le pouvoir à des générations à venir. On ne fait que lui rappeler que, comme je vous ai dit, ce que le président leur a toujours dit, chers frères, il ne nous reste plus que 2, toi et moi. Il ne nous reste plus que 2, toi et moi. J'ai compris ton message, tu vas transmettre la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Au moment où tu prêtes serment, je voudrais te demander d'inclure dans ton calendrier en priorité la résolution définitive de toutes ces crises-là pour que la Côte d'Ivoire que nous envisageons de donner aux générations futures soit expurgée de tout ressentiment. À supposer que vous pensez qu'il y a un lien
alors le président il n'a pas eu tort. Il a vu juste en demandant au président Ouattara d'en tenir compte. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et le seul bien que je peux voir, c'est tout ça. Alors, que revenir, ça c'est Ferdinand qui dit, revenir sur les crises, envenimer la situation, ainsi de sur les crises passées. C'est justement l'erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fantômes, nos fantômes. Le problème, ce n'est pas du tout revenir sur la crise. Je rappelle que dans un État, dans une république, en tout cas, ceux qui ont réfléchi l'État depuis les Grecs jusqu'aux Romains, et que nous continuons aujourd'hui, le pouvoir qui est censé unir, c'est le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les magistrats ont une responsabilité énorme. Parce que nous, les politiques, la politique, elle est fondamentalement conflictuelle. Il n'y a pas de... C'est même pas mauvais. La dynamique, l'idéal de la politique, c'est le conflit permanent. Mais le conflit doit rester dans le cadre fixé par le pouvoir législatif qui fait les lois pour dire faites vos batailles, mais voici la loi qu'on doit respecter. Et on a confié à un pouvoir pour dire veille à ce que nous avons dit là. Quand nous nous frappons, là, que ce qu'on a décidé de respecter, la soit respectée, et c'est le pouvoir judiciaire. De sorte que, lorsque ce pouvoir-là se fragilise, lorsqu'il faillit, c'est toute l'ossature, toute la structure de l'État, de la République qui s'effondre. Donc, demander à la justice de faire la lumière sur une situation, au contraire, c'est de réconcilier. Parce que là où la politique sépare, la justice est appelée à unir. Voilà le problème. C'est quoi le président Laurent Gbagbo n'est pas allé voir les chefs d'État pour venir me clarifier cette situation-là. Il n'est pas allé voir les chefs Baoulé, il n'est pas allé chez les Maou, c'est beau. Il est dit, allons-y voir les magistrats, les juges, que ce soit en interne ou à l'international, on a un sentiment d'injustice et ce n'est pas bon pour une république. Le dire, ce n'est pas entraîner la séparation. C'est pourquoi je vous ai dit, nos fantômes, même les plus violents, il faut que nous les affrontions et il faut qu'on les vainque. Est-ce qu'il y a des initiatives de soutien internationaux à cette initiative? Je crois que le soutien le plus important, c'est la CPI. C'est la CPI, je vous ai dit, le président Gbagbo, il n'a pas créé, ce n'est pas une affaire nouvelle qui porte devant la CPI. Il dit à la CPI, vous nous m'avez dit dans cette affaire, et je rappelle qu'ici, à la CPI, il y a un dossier qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. Il a demandé tout simplement ce que vous avez promis de faire en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le fasse. Et c'est tellement important que ces choses soient évacuées. Parce que non seulement ça réconcilie les Ivoiriens entre eux, mais certaines puissances aujourd'hui, et je le dis très souvent à des amis français, je dis, voyez-vous, même si la France aujourd'hui officielle refuse, elle fait d'ignorer l'impact de son rôle dans la crise ivoirienne, dans la perception que l'Afrique a d'elle, mais cette réalité-là, elle est là, elle existe. Parce que dans les décisions du juge, la majorité à la CPI ont été claires. Très souvent, ils ont fait allusion à ça. Comment l'opinion en Côte d'Ivoire perçoit le rôle de la France et de l'ONU en Côte d'Ivoire. Or, on a besoin d'évacuer tout ça pour que nos rapports se normalisent. Donc, les premières initiatives, c'est un appel collectif
Et la CPI, c'est l'organisation internationale par excellence, donc c'est le tribunal international. Lorsqu'on s'agit de la CPI, mais c'est pour que toute la communauté soit attirée, l'attention de la communauté soit attirée sur cette situation-là. Est-ce que Soro Guillaume... Alors, rappel, Soro Guillaume, le GPS ne fait pas partie du fonds commun. Première chose. C'est vrai que il y a une, pour des questions bien précises, l'organisation des élections propres, ainsi de suite, il y a une convergence de vues, mais le fonds commun n'a pas été créé pour lutter contre, pour préserver l'impunité. Le fonds commun a été créé pour une chose bien précise. Et je ne crois pas, les questions que le président a posées, c'est des questions bien précises. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, mais la rébellion là même là, j'ai gagné quoi dedans même? Si je n'ai rien gagné, mais qui est bénéficiaire? Et donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées l'intéressent. Les réponses l'intéressent aussi. Donc, il n'est pas visé. Ce n'est pas lui qui est visé. Puis, de toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a bien publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Non, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président toujours il dit quand même Soro il venait de quitter l'université. Ah, même si on dit. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion. Mais c'est toutes les mains qu'on soupçonne d'avoir guidé et financé qui sont que l'on cherche. Dans cette affaire, il y a la culpabilité et il y a la responsabilité. Les deux se jouent ici. Les faits de 2000, le massacre des Ouer, là, ça n'a jamais été amnistié. Hein? Et je rappelle que les crimes contre l'humanité qui relèvent de la compétence de la CPI sont imprescriptibles et aucune amnistie ne les couvre. Parce qu'on estime que ce sont des crimes dont la portée ne se limite pas seulement à un pays. Donc un pays ne peut pas décider d'effacer des crimes dont la portée s'étend au-delà du pays. C'est ça le crime contre l'humanité. Donc, sur ce point-là, je suis désolé, l'amnistie ne fait pas opposition à la requête du président. Dans tous les cas de figure, il appartient à la CPI de décider ce qui a lieu de possible ou pas, si l'amnistie tient. Et je rappelle, je vous ai donné la lettre de réponse qui a été faite par la CPI à l'OIDH. Vous voyez le contenu. Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité? Nous tous, on se pose la même question. Nous tous, on se pose la même question. Et c'est pourquoi le président rappelle la CPI. Je n'ai pas la réponse. C'est sûr, la CPI, il faudra nous dire exactement la réponse. Quelle garantie que, ça c'est Sylvain qui dit ça, quelle garantie que nous avons pour savoir que l'initiative ne va pas se tourner en règlement de compte, c'est ça, hein? Mais j'ai dit, il n'y a pas de règlement de compte en matière judiciaire. Le juge, son rôle là, c'est de dire tu as tort, tu as raison, pour que celui qui a souffert de cette crise-là puisse reposer son esprit qui est troublé. Donc, s'il s'agissait d'une initiative, il dit, nous là, on cherche de nous-mêmes. Je demande à la justice. Je vous ai dit, il n'y a pas jamais la justice n'est utilisée, présentée comme instrument de vengeance. C'est pourquoi justement, les juges ont toujours horreur qu'on leur prête l'intention d'être un instrument de vengeance. Les juges, qui veulent être des juges.
Madame, je crois que je vous ai répondu déjà à la première question, qui rejoint celle d'abord, c'est ça. Il reste la dernière question de savoir quelles pourraient être les conséquences au cas où... Madame, voyez-vous, c'est pourquoi nous demandons que cette question ne soit pas traitée sous l'angle purement avec un regard partisan. Si nous continuons de poser cette question avec un regard partisan, nous allons laisser percevoir la portée historique de cette démarche-là. Il n'y a aucune raison que demander à la CPI, qui a ouvert un dossier, de lui dire d'aller plus vite et de mener ses enquêtes jusqu'au bout. Donc, il n'y a même pas de... Je vois même en quoi cela pourrait ne pas des choses aboutir. Mais au cas où vous pensez que ça n'aboutirait pas, il faut retenir quelque chose. Les hommes d'État, un homme d'État, il ne gère pas, ou un homme politique, pas forcément d'État, mais un homme politique, que notre action ne soit jamais une action circonscrite dans l'immédiat. Parce qu'en politique, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a des conséquences énormes sur le long terme. C'est pourquoi quand nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut voir quelles sont les conséquences sur le long terme. La conséquence de cette négligence, depuis 1999, c'est ça qui nous conduit à là. Où des gens pensent qu'ils peuvent faire des coups d'État, la rébellion, tuer, voler, et puis il n'y a rien. Quand ça finit comme ça, c'est la nation qui est en train de se friter. Les fondations de la nation qui sont en train de se friter. Et nul n'a intérêt à ce que notre nation sombre. Faisons en sorte que les générations futures ne nous jugent pas mal. Ne nous traitent pas d'irresponsables. Donc, la conséquence, si les choses continuent comme ça, c'est que nous préparons notre pays à une crise encore plus grande. Que Dieu nous préserve de cela. Chers amis, c'est bon? Il y a une autre question? Bon, vas-y, une seconde. Bah, ils sont venus de toute façon, on les a fait attendre. Oui, rapidement. M. Bayard, oui, je m'appelle prochainement à part. Quand on donne un discours aux gens, je fais toutes les questions. D'accord? Ok. Merci. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Yannick Bayard pour la voix originale. Ok. Je voudrais rendre un hommage vibrant au vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Merci pour la stature et la multidimension que vous continuerez d'insuffler à notre nation. Dans ce élan constant qui vous caractérise, vous, symbole vivant de l'ambition collective du peuple ivoirien. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence, Monsieur le Président de la République. Vous incarnez le sens élevé du devoir. Vous faites honneur à la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République. Vous faites partie de ceux qui connaissent la valeur d'un serment, celui de servir votre pays et de le bâtir en une Côte d'Ivoire unie et prospère pour le bonheur du peuple ivoirien dans sa diversité. Les vœux ardents de réussite et de plein succès du Conseil constitutionnel vous accompagnent, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, vous l'imaginez bien, cette déclaration ne vient pas de moi. Elle est de la présidente du Conseil constitutionnel. Elle l'a prononcée le lundi 8 décembre 2025 lors de l'investiture de M. Ouattara. L'opinion publique a été choquée par certains mots. Est-ce également le cas pour vous? Merci, Monsieur le Président. Pour moi, en tant que collègue Katina, ou bien pour le PPACI? Pour le PPACI et pour M. Katina Kouni. Mon esprit républicain refuse ça. Et l'esprit républicain du PPACI refuse ça aussi. Tout simplement. Il n'y a pas de commentaire à faire sur ça.
la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo souhaite, que le peuple souhaite. Il ne peut pas s'accommoder de telles déclarations. Si vous voulez notre opinion, voici notre opinion. Voilà. Autre question? Oui. C'est la dernière, hein? Je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Permettez de vous poser cette question d'actualité, étant donné que vous avez évoqué le rôle de l'armée française en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, récemment, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin et il a été dit que les forces spéciales françaises se sont déplacées de la Côte d'Ivoire pour aller opérer dans ce pays-là. Selon vous, cela démontre encore une fois que l'armée française n'est pas partie comme les gens ont tendance à le dire. Merci beaucoup. Bon, l'évidence est là. Si elle n'est pas partie. Mais il faut aller au-delà de ça. Je vous ai dit ça la dernière fois, à la dernière tribune. Chers amis, j'ai lu tout à l'heure, hier l'interview de Achille Bembe sur la question, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur l'Afrique. Et il a dit quelque chose. Les coups d'État en Afrique vont devenir de plus en plus nombreux. Ils vont le devenir de plus en plus nombreux. Et il a dit deux choses. Pour deux raisons. Première raison, l'Afrique a trahi la démocratie. L'Afrique a trahi la démocratie. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, quand vous écoutez le discours que vous donnez, les propos de la présidente de la Cour, du Conseil constitutionnel, de quelqu'un dont on critique le 4e mandat, quand vous imaginez, le Bénin est loin, mais nous savons tout ce qui se passe. Tous ces coups ont toujours quelque chose de bas, c'est que c'est l'instrumentalisation des institutions de l'État et ainsi de suite. Mais je vous ai dit la dernière fois que désormais, les enjeux géostratégiques du monde vont être de sorte que la manière dont les amis viennent ou conservent le pouvoir ne comptera plus. Chers camarades, ceux qui se battent pour les libertés en Afrique, qui se battent pour la souveraineté africaine, il nous faudra retrousser les manches. Oui. Vous pensez que c'est par hasard qu'aujourd'hui la France ne peut pas conclure, arrêter un budget, ça fait 2 ans dans son pays. Aucune catastrophe n'est tombée en France. C'est le changement des paradigmes en Afrique et ailleurs. Et vous avez écouté des colonels français qui, même s'il faut faire la guerre, lorsque j'étais au Ghana, il y avait l'histoire des gilets jaunes en France. Et des amis avaient écrit, ils étaient heureux, ils les soutenaient. Moi, je les soutenais aussi. Mais j'ai dit, attention, la note ce que réclament les gilets jaunes, la note sera payée par l'Afrique. Et j'ai donné l'image. Dans une clairière, lorsque les enfants de Lyon crient famine, les biches à côté ne doivent pas applaudir la main, ne doivent pas applaudir. Parce que pour nourrir ces enfants, les lions est obligé d'attaquer les biches. Les enjeux géostratégiques qui se déroulent aujourd'hui, avec la multipolarisation, messieurs les journalistes, chers amis, il faut que vous ayez tous conscients de cela. Ça change tout le paradigme de nos luttes. Oui, la France interviendra partout pour préserver ses intérêts. Oui, les États-Unis interviendront partout pour préserver leurs intérêts. La seule chose que nous nous posons, est-ce que nous sommes conscients que dans ce monde de concurrence, eux et nous ne pouvons pas partager les mêmes intérêts? La grande question. C'est à cette question qu'il faut répondre. Et cette question-là,
c'est une conscience nationale. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo qui, à son âge, prend encore le combat devant, c'est parce que cette question-là fait partie des solutions qu'il aimerait pouvoir porter à sa nation avant de se retirer de la vie politique. Parce que c'est existentiel. Nous sommes revenus au temps du parti unique, où tout est accepté au nom d'une certaine stabilité qui protège les intérêts des puissants. Alors il faut refouler les manches. La France, ce qu'elle fait, elle le fait dans l'intérêt de son peuple. Elle ne le fait pas pour nous. Ce que les Américains font, c'est dans l'intérêt de leur peuple. Ce n'est pas pour nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour nos propres intérêts à nous? Que faisons nos leaders? La grande question. Et on revient à la problématique initiale. Est-ce que nous voulons être des esclaves pour toujours, ou nous voulons, nous aussi, être considérés comme des membres de cette communauté internationale et des acteurs importants? Nos ressources sont à la fois notre richesse, ressources naturelles, mais à la fois notre peine, nos douleurs et nos liens de servitude. Si nous ne donnons pas la conscience du peuple qui se bat, c'est la seule leçon qu'il faut retirer de ce qui se passe dans la sous-région actuellement. Nous, au PPACI, nous sommes pour nous battre. Ça nous a coûté ce que ça nous coûte. La prison, l'exil forcé, la CPI. Mais c'est pour que les Ivoiriens et les Africains un jour se regardent et disent, nous aussi nous sommes des humains, membres de cette communauté, nous n'accepterons pas que des gens viennent déterminer pour nos intérêts pour nous. Eux, ils ne se battent pour nos intérêts. Nous, le président Laurent Gbagbo nous demande de nous battre pour nos intérêts. C'est la seule chose que je peux dire pour conclure cette conférence. Je vous remercie.